Bonjour tout le monde, on est dans la toute nouvelle galerie d'art rue Faubourg-Saint-Honoré de Richard Orlinski et on va passer 20 minutes avec lui pour décrypter un peu l'innovation autour de l'art et ses différents sujets. Il y en a quelques-uns à aborder. Bonjour. Bonjour. On ne pouvait pas faire plus synchronisé que ça. Je viens de terminer l'introduction. J'ai passé 20 minutes avec le sculpteur français contemporain le plus connu de la planète et peut-être le plus controversé, Richard Orlinski. On a parlé de sa vision du business dans l'art, de l'élitisme des artistes et de l'opportunité de la blockchain, des NFT et du métavers. Richard, tu es le sculpteur français contemporain le plus connu au monde. On te surnomme le sculpteur des stars. Après avoir vendu pour des... Bon ouais, c'est ce qu'on lit en tout cas de toi. Okay. Après avoir vendu pour des millions à des footballeurs, Pharrell Williams, Justin Bieber aussi. Mais tu vends aussi des AirPods, des coques pour AirPods à 39 €. Bah, en réalité, tu fais un raccourci un petit peu rapide quand même. En réalité, l'introduction, elle est pas mal. Bon, l'idée, c'est que déjà le plus connu, en tout cas le plus vendu, oui, ça, c'est vrai que c'est pas tout à fait faux, mais l'intérêt en réalité pour moi, c'est de rendre l'art accessible à tous. Et donc, il y a eu l'art pour tous. Et donc, grâce à des partenariats comme j'ai pu faire avec Disney, on s'est rendu compte qu'on a pu faire des miniatures de sculptures pour quelques dizaines d'euros. Et du coup, ça permet que tout un chacun puisse se permettre d'avoir une sculpture Orlinski chez soi. Ensuite, on en arrive dans la continuité de cette démocratisation et de cet accès libre et facile à l'art avec effectivement des produits dérivés comme effectivement des coques d'AirPods, etc. qui fait qu'on rentre un petit peu dans la vie de monsieur et madame tout le monde. L'origine de tout ça, c'est de se dire comment faire pour que tout le monde puisse éventuellement avoir la possibilité de s'acheter une sculpture. Et donc, je te dis, c'était grâce à Disney. Après, j'en ai fait d'autres, j'ai fait Pac-Man, enfin là, je suis en train de faire en ce moment Goldorak, Sonic, enfin voilà, il faut beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de la mémoire collective, des gamers, des jeunes ou des moins jeunes, de pénétrer effectivement et de partager avec le plus grand nombre. Comme quand tu fais des sculptures monumentales gratuitement, dans des endroits, dans la rue, un peu partout, dans des endroits inattendus. Et la suite logique, effectivement, c'est aussi d'avoir des produits de la vie de tous les jours, des produits de tous les jours qui sont les rendre un peu arty, sympathiques et qui soient accessibles au niveau du prix. Comment c'est vu justement dans ton industrie un artiste qui vend des coques pour AirPods ou des porte-clés ? Écoute, tant que c'est quali, c'est très bien vu et crédible par le commun des mortels. Après, effectivement, dans le domaine, on va dire, parce que artistique, c'est rien dire, en fait, le domaine de l'art. Enfin, c'est vraiment, si tu parles du milieu de l'intelligence bien pensante parisienne, c'est mal vu, voilà. Et donc, ça emmerde tout le monde. En fait, je fais chez tout le monde, je casse les codes. Enfin, oui, effectivement, il n'y a pas que ça. Quand tu mets des sculptures sur des plateaux de télévision, comme j'ai pu faire chez Arthur ou chez Hanouna, ou dans les Miss France, ou chez les Energy Music Awards, ou dans des films même français et étrangers, c'est un sacrilège. Donc, du coup, le côté populaire, ça ne va pas avec le côté élitiste d'un certain monde de l'art. Mais ça, c'est tout. J'avais déjà violé et dépassé et franchi la ligne rouge depuis bien longtemps. Donc ça, c'est cette petite chose dont tu parles, elle est que anecdotique. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais moi, c'est ce qui m'éclate et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ton profil avant de faire cette interview-là, c'est que j'ai l'impression de voir un gosse. Ouais, un gosse. C'est vraiment, on va en parler après, mais tu excelles dans plein de domaines aujourd'hui. Quelqu'un qui te connaît pas trop, on se dirait... c'est un opportuniste, en gros. Et moi, je vois pas ça, je vois un gosse. Je vois un mec qui découvre un truc, qui a envie de faire un truc et qui le fait à fond. Qui a envie de faire plein de trucs, qui se dit qu'on est sur cette terre pour un passage très rapide, donc il faut en faire un maximum de temps dans le temps qui nous est imparti. Il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir, partager surtout. J'aime beaucoup la transmission, aider. J'ai fait un bouquin où j'explique un peu avec des mantras, j'essaie de trouver des chemins de traverse comme Harry Potter, la voie 9/3 pour aller un peu plus vite dans certains domaines, parce que puisque j'ai déjà expérimenté sur les plâtres, si puis derrière tu peux avoir des tips pour avancer, je trouve ça intéressant. Je suis en train de faire une formation, je fais des masterclass. Donc je fais beaucoup de choses qui font qu'on aide aussi beaucoup les autres. Je suis très investi dans le caritatif, dans l'associatif, dans les hôpitaux, dans le monde des enfants, de protection des femmes, enfin les maladies. Je viens d'accepter une proposition de l'Institut Raphaël qui m'a proposé d'être parrain des arts-thérapies. Donc voilà, c'est plein de projets qui font qu'effectivement j'aime bien un peu toucher à tout, c'est vrai. Mais de le faire de manière crédible, puis ça m'amuse. Et puis si je fais chez le monde, c'est pas très grave. Hein, c'est ça le côté un peu enfantin, un peu genre ah bah tu veux pas, voilà. Mais je pense que c'est arrivé au départ parce qu'on voulait pas de moi. En fait, peut-être que si j'avais été accueilli à bras ouverts, je pensais tout à fait naïvement au début que
j'allais créer des sculptures et j'allais dire bonjour monsieur, que j'allais rentrer dans une galerie, que j'allais dire tiens, c'est un artiste parmi tant d'autres qui fait partie d'un écosystème. Et quand j'ai vu que finalement, non, c'était pas comme ça. Il a fallu se taper et puis se bagarrer et puis prendre des scuds tous les matins dans la gueule. C'est ça le vrai parcours? C'est la difficulté? Ouais, la difficulté, mais c'est ce qui m'a fait être là où j'en suis aujourd'hui. Et puis ça me dérange pas, je l'assume. C'est le côté rebelle parce que j'ai pas suivi le cursus qu'il aurait fallu, j'ai pas été coopté par des institutions, j'ai pas été adoubé par mes pairs, on va dire, si j'ai des pairs, parce que je pense que j'en ai pas, mais du coup, j'ai déjà du mal avec le mien, donc tu vois. Mais non, aujourd'hui, je regarde pas ce qui se fait à côté, j'avance, je fonce, et puis voilà, puis je suis focus sur mes projets, sur réaliser des projets, et puis plus ça va, plus j'en accepte, plus j'en fais, et puis j'ai un métier très intéressant parce que je fais plein de choses différentes, chaque jour c'est différent, chaque matin je me lève, je sais pas ce que je vais faire le matin, j'ai des agendas bien remplis, mais on me dit d'aller là, pour être tout à fait honnête, 5 minutes avant, je sais pas où j'allais. Et c'est ça la magie du truc, voilà, j'ai une interview, on parle de choses et d'autres, ce truc marrant, et puis peut-être tout à l'heure j'ai autre chose, et puis voilà, c'est que la vie elle est comme ça, ce soir je suis sur scène, au théâtre, tu vois, donc voilà, ça bouge, et c'est ça qui est intéressant de pas toujours faire la même chose. Tu es souvent accusé de te servir de l'art pour faire du business. Moi je vois plutôt justement une personne qui a envie de casser les codes. Est-ce que tu trouves, parce que moi là ça me fascine, on est quand même rue du Faubourg Saint-Honoré, etc. Est-ce que tu trouves que ce milieu est trop élitiste, trop hypocrite? Tu sais déjà, dans la phrase que tu as dite, te servir de l'art pour faire du business, en fait, s'il n'y a pas de business dans l'art, il n'y a pas d'art, parce que comment tu fais, si personne ne sait, comment tu fais, même les grands artistes d'avant. D'ailleurs, les pauvres qui ont très bien réussi, ils ont été réussis après leur mort. Tu prends un mec comme Van Gogh, il a peint plus de 800 toiles, il en a vendu une seule pour l'équivalent de 50 centimes d'euros. Il a été connu bien après sa mort, donc il n'était pas là. Si tu veux être vivant, pour l'instant je le suis jusqu'à après avoir fait cette interview, et du coup tu es obligé de vendre, et vendre c'est business. Il n'y a pas d'artiste, pas business en vrai. Ceux qui se cachent derrière des galeries, etc., tout est organisé, même dans les galeries institutionnelles. Ils ont des codes, ils se reçoivent entre eux, ils se font monter les cotes, etc. Ah ouais. Oui, évidemment, comment tu veux qu'ils soient adoubés par un certain milieu? Donc tout ça, c'est de la connerie, c'est bullshit. En réalité, qu'est-ce qui change finalement d'une galerie ultra institutionnelle qui fait un artiste qui va quand même se vendre, ou qui est défendu, qui est soutenu par des mécènes? C'est quoi la différence? Il y a des fonds derrière qui investissent. Tu crois qu'ils sont pauvres, qu'ils font pas d'argent, qu'il n'y a pas de business derrière? C'est un business, c'est différent. Il est réservé peut-être à une élite encore plus importante, de par les prix déjà. Intellectuellement aussi, on est un peu dans l'entre-soi. On s'émerveille derrière un pic avec un citron, des compositions. On dit ça c'est une œuvre d'art, il y a une réflexion, voilà ce qu'a voulu dire l'auteur. Moi je me branle pas, si tu veux, en réalité. Moi je fais de l'art facile, qu'un enfant de 3 ans peut comprendre, où il y a de l'émotion. Et moi je donne la banane à un gosse de 3 ans ou à une personne qui a 150 ans, ça me va très bien, quoi. Et quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, quel que soit ton métier, t'as une émotion. Tout ce dont on parle finalement, c'est très peu de gens. Quand on parle de l'élite et tout, ça représente quoi en termes de nombre de personnes? C'est pour ça que quand tu sais, j'ai déjà eu des articles dans des journaux spécialisés où je me fais défoncer pendant 2 pages. Merci. J'ai 2 pages, j'aurais jamais eu 2 pages. Et je préfère avoir 10 pages dans Paris Match, où j'ai 100 fois plus de lecteurs, où je vais parler à mon public. Moi, ça me dérange pas, c'est assumé. C'est tranquille, quoi. En 2010, justement, il y avait des analystes des Échos qui t'ont donné moins de 6 mois avant qu'on n'entende plus parler de toi. Cet article. Qu'est-ce que tu fous encore là? Je sais pas, je suis désolé, hein, vraiment pardon. Non mais c'est drôle, c'est un mec de chez Arcurial qui était expert dans les Échos qui dit j'ai été plébiscité par des footballeurs fortunés et je n'ai plus le tour de l'article et ça va disparaître, c'est qu'il n'y a pas d'existence, il n'y a rien, etc. Ils étaient obligés de faire l'article parce qu'ils ont fait un article, c'est pourquoi? Ils n'auraient jamais fait un article sur moi. Mais comme j'étais dans le top 10 des plus vendus en France, ils ont été obligés de me mettre. C'est drôle en plus parce que tu avais plein de textes élogieux sur chaque participant à ce classement. Et quand c'est arrivé à moi, alors je ne sais plus combien j'étais, 3, 4, 5, 7, peu importe, ils ont dit effectivement c'était un truc genre mais vraiment qui était très 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 péjoratif et médisant et tout. Mais moi j'adore, je suis fan de ça. J'en ai fait un sketch. Je kiffe aussi le business. On en parle d'ailleurs beaucoup sur les réseaux, etc., sur Twitch, en live avec les abonnés et tout ça. Et la question que je voulais aussi te poser, là c'est plus à titre perso, c'est comment est-ce que tu vois la limite entre le business et le fait de ne pas dégrader l'art que tu fais. Je pense par exemple à des collabs que moi j'ai moins comprises, comme dernièrement à Lancôme. Tu vois, je me dis, on te voit dans des ventes aux enchères de fous, etc. Ok, tu parles à tout le monde et tout. Et comment est-ce que tu choisis aujourd'hui
tes collabs ou quand est-ce que tu es OK de faire du business pour faire du business parce que à un moment, tu as du business qui nourrit l'art aussi, comme tu le dis, il y a des trucs qui te font un peu plus chier, mais tu le fais parce que ça peut aussi nourrir là où tu t'éclates à côté. C'est quoi la limite? En fait, en réalité, tu t'en rends pas compte, mais ce que tu viens de dire, c'est pas tout à fait exact, parce que justement, on est très, 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 très à cheval. Je suis pas tout seul. D'abord, Orlinski, c'est une équipe, c'est une team. On est plusieurs à le décider. Et moi, parfois, je veux faire des choses, on m'interdit de le faire. Et des choses que les gens veulent. Voilà, donc, on choisit. C'est une décision collégiale. C'est pas si volatile que l'image que t'en. Non, pas du tout. Et puis, c'est pas toi qui te réveilles un matin, quoi. Non, puis on est sollicité. Moi, je vais pas aller chercher les collaborations. Enfin, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir les collaborations que je fais. C'est un luxe. Donc, j'avoue, c'est une liberté. Mais pour Lancôme, moi, je suis pas du tout d'accord. Lancôme, je trouve que c'est génial. J'ai réinterprété une vieille dame, une rose centenaire qui était complètement dépoussiérée, qui était empoussiérée. Moi, je l'ai dépoussiérée avec un côté moderne. Les gens sont super contents. On a des échos mais vraiment incroyables. Et c'est pas pour le business. Là, on est vraiment dans d'image, de développement. C'est international, c'est une marque mondiale, c'est le fleuron de L'Oréal. On met des sculptures monumentales. On a fait des mini-sculptures. La rose, j'adore. En plus, je trouve tellement jolie une rose. C'est la fleur. C'est un thème sur lequel j'avais tellement voulu travailler la fleur que, du coup, pour le coup, L'Oréal, ça fait plutôt partie des. Si j'avais pu le faire, je suis content. J'y vais à pieds joints et je suis 200% impliqué dans le programme avec Lancôme. En plus, là, on partage les mêmes ADN. C'est des gens en plus qui sont super contents. D'abord, c'est que de l'affect. D'abord, c'est des rencontres. On se rencontre, on est d'accord, on va dans le même sens, on fait des choses. Ils sont dans la tech. Tu parles, on sait qu'on va parler de technologie. Je connaissais pas Lancôme. Je vais dans le magasin, je vois un robot, tu choisis qui va te chercher une rose, qui la prend, qui l'amène, etc. Donc, ils sont dans les NFT. Franchement, on a des ADN qui se marient, ils m'ont donné carte blanche pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est génial. Et aujourd'hui, quand je vois les coffrets qui sont vendus dans le monde entier, avec des roses partout, avec toute cette, je sais pas si tu as vu le design qu'on a pu recréer, etc. Les gens sont super, super, super contents. Moi, quand je donne la joie aux gens, peu importe le truc. Il n'y a pas de business, encore une fois. Si donne-moi un artiste, à part les artistes que je rencontre dans mon émission Sur les murs, qui me disent, j'arrive pas à vendre, machin, etc. et tout. Moi, pose-toi les bonnes questions. T'arrives pas à vendre, il faut se donner les moyens aussi de plaire. C'est sûr que si tu fais des femmes avec le cœur qui sort et du sang et du machin, tu vas être clivant. Alors si c'est ton ADN, tu as envie que ça soit ça et ça te plaît, peut-être que tu auras ta clientèle. Mais si tu veux séduire un peu plus de personnes, peut-être qu'il faut être un peu moins trash. C'est des réflexions qu'on a à avoir. Qu'est-ce que tu veux? Donc tu as des réflexions vraiment pour le public aussi? Oui, en fait, j'ai pas des réflexions publiques parce que moi je travaille pour le public. Moi, mon art, il est pour le public, il est pas pour moi. Moi, je travaille pas pour moi, je travaille pour les autres. Moi, mon plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. J'aime donner. Je m'en fous de recevoir. Ce qui m'intéresse, c'est de donner. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, oui, quand je pense mainstream, je pense global. Et je suis, en plus, une de mes qualités qui est vraiment pas une qualité, qui est un défaut, c'est que j'ai des yeux qui sont finalement tout à fait ordinaires. Moi, je vois, en réalité, je vois avec mes yeux comme va voir 80% de la population. Je suis très paniche, je suis très mainstream, très populaire, très dans le bon sens du terme. Mais ce qui va me plaire, moi, c'est la musique commerciale, c'est les trucs qui vont plutôt. C'est pas les trucs super hype, branchés. Je m'en fous en fait. Moi, mes yeux, ils voient et puis comme je bosse pour les autres, j'ai envie que ça plaise à tout le monde. Donc oui, je travaille pour les autres et je l'assume sans problème. C'est pas moi qui compte en premier, c'est les autres. Tu réponds peut-être du coup à la question qui est, quand tu fais une œuvre, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de provoquer? Qu'est-ce qui fait une bonne œuvre d'art? L'émotion. Je veux interpeller, je veux de l'émotion. Quand tu regardes une œuvre d'art, et en réalité, tu prends 4 personnes différentes, parce que je dis pas, moi je suis pas comme dans les musées. Alors l'artiste a voulu dire qu'il a interprété sa grand-mère et qu'il a regardé l'église d'à côté. J'ai pas mis de casque ni de... Voilà, il n'y a pas de casque. En fait, tu as une sculpture et tu dis what the fuck, pense ce que tu as envie de penser. Et parfois je suis sur les cimes de montagne ou dans des villes et il y a des gens qui viennent me voir et me disent ah oui, vous avez voulu dire ça, et je leur dis oui. Et la personne d'après, elle me dit autre chose, elle me dit oui, vous avez raison. En fait, j'ai voulu dire ce que toi tu as envie de comprendre. C'est ça la liberté, c'est qu'en fait j'ai pas de volonté. Bien sûr que j'ai des idées à la base, mais limite ce que je pense on s'en fout. Ce qui intéresse c'est que si la personne elle pense qu'elle voit l'énergie positive, qu'elle voit la bouche ouverte parce qu'il y a des messages à crier, qu'elle voit le côté, je sais pas, qu'elle s'interprète et qu'elle s'approprie le message, mais moi c'est ça où j'ai gagné. Et les 4 personnes, je leur dis oui, c'est ça que j'ai voulu dire. L'important c'est que toi tu penses qu'il y a quelque chose et que donc ce soit cette liberté que je donne et que je laisse partager avec le plus grand nombre. Si tu te vois encore là dans 10 ans, et c'est tout ce qu'on te souhaite, j'imagine que tu as déjà une très belle vision de l'avenir. Est-ce que pour toi les NFT, la crypto, la VR, c'est plutôt des menaces ou des opportunités? C'est quelque chose qui fait partie de notre monde, de notre temps. Il faut vivre avec son temps. Proportion gardée, il faut savoir juste comment les apprivoiser et comment les utiliser. C'est toujours pareil. C'est pas si facile.
Non, c'est pas si facile. Et puis tu sais, aujourd'hui, les gens, après, tu sais qu'à un moment, quand c'est le début des NFT, le métaverse, on ne parlait que de ça, c'est l'avenir, mais c'est n'importe quoi. La dernière fois, il y a la première dame qui me disait, tiens, je suis invité ce soir à un mariage dans le métaverse. Je veux dire, mais tu vois, il y a un moment, on mange tous. Le physique, ce que je dis toujours, c'est que tout ce qui est, je veux dire, virtuel, c'est incroyable, c'est génial, ça nous apporte des trucs fous. Mais quelque part, on est des humains, on sera des humains, à moins qu'on soit cloné un jour et tout, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et aujourd'hui, on a besoin de manger, de se reposer, d'être malade, d'être guéri, d'être machin. Donc ça, c'est la vraie vie, d'avoir du physique. La sculpture sera toujours dans le physique. C'est super des sculptures dans des NFT, mais bon, le physique, l'émotion que tu as avec du physique, elle restera toujours. Ça traversera la nuit des temps, donc il faut juste s'en servir pour transcender le reste. Pour moi, c'est complémentaire. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'hier, on m'a envoyé une vidéo d'un mec qui fait de la vidéo, et on se demandait si c'était vrai ou pas. C'est des camions avec des bombes de peinture et qui crachent la bombe de peinture dans Paris, devant l'Obélisque et tout. C'est tellement bien fait qu'on dirait que c'est vrai. Même moi, au début, je dis... Ils sont forts, les mecs, ils ont fait de la com, mais après, je crois que c'est pas possible. Et tu as des doutes sur le fait. Je dis, mais c'est génial d'interpeller les gens, de pouvoir, justement. C'est la manière aussi pour moi, justement, de pouvoir faire vivre mes œuvres qui sont finalement figées. Donc, grâce à ça, c'est un moyen de les faire avancer, se bagarrer, prendre vie dans des films. Là, j'ai un dessin animé qui va sortir en 2024, une très grosse production, sortie monde, cinéma, etc. Et donc, du coup, ça va me donner l'occasion de faire vivre mes sculptures, et ça, je trouve ça génial. C'est là où, quand tu dis que tu veux rendre l'art accessible, on le voit avec les expositions des statues géantes que tu as faites en plein Paris, la nouvelle galerie là, rue Faubourg qui s'agrandit. Est-ce que la VR, justement, c'est pas le meilleur moyen de rendre l'art accessible aussi? Parce que du coup, tu peux être à l'autre bout du monde, tu peux être mais tu veux visiter la galerie, etc. Ça, mais bien Est-ce qu'on peut la visiter en 3D? Ouais. C'est pour ça que je te pose cette question. J'ai été interpellé. Mais c'est génial. Même quand au début j'avais fait une application, moi, comme je suis en train de tout rechanger, où on pouvait carrément prendre en photo la sculpture, et puis tu pouvais la mettre dans ton intérieur. Tu pouvais la mettre, choisir la taille comme ça, pour au moins te rendre compte en ton intérieur. Mais tu remplaceras jamais le toucher, le tactile, ça, tu ne remplaceras jamais. C'est magnifique de pouvoir toucher, de pouvoir regarder, de pouvoir sentir les odeurs. Enfin, tu vois, tu remplaceras jamais le virtuel, ne remplacera jamais le physique. Le physique aura toujours son importance. Et de plus en plus, si tu t'intéresses au NFT, tu verras que déjà, il faut de plus en plus, pour que ça fonctionne, créer des utilités. Il y a une vraie régulation du marché par rapport à ça. Et puis, en plus, si tu arrives à donner du physique, ça prend son sens. Moi, depuis l'origine, quand on m'a proposé, je dis, ouais, c'est bien, mais ça serait bien qu'il y ait une correspondance physique quand même. Et je trouve que ça matche bien avec, ça se marie avec. Le 100% virtuel, là, tu vois, on a sur un projet où on va customiser une navette spatiale pour aller dans l'espace avec, justement, emmener de l'art dans l'espace, un des premiers à emmener de l'art dans l'espace. Voilà, l'espace, c'est aussi... Mais c'est pas virtuel, ça reste quand même la vérité, quoi. Il y a un côté... je crois qu'on est attaché, et l'être humain sera toujours attaché au vrai, au toucher, au physique. Et d'ailleurs, dans le dessin animé, dans l'animation, c'est l'histoire d'un gosse qui est un petit peu autiste et qui se réfugie dans le métaverse. Et les animaux magiques qui sont mes émanations de mes sculptures vont le ramener à la vie, lui expliquer pourquoi c'est important la réalité, les soucis, la protection de la planète, etc. Parce qu'il n'y a pas de pollution dans le Web3. Il n'y a pas de... si, les serveurs, quoi. Oui, ouais, mais je veux dire, quand tu vas dans un Web3, tu n'as pas de pollution. C'est un monde idyllique, mais qui en vrai n'existera jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, tu bosses sur des projets comme les dessins animés et autres qui sont complètement virtuels. Tu vas les voir, tu ne peux pas toucher, tu peux pas... Et pourtant, tu vas quand même avoir des émotions. Et de l'autre côté... j'ai l'impression que tu n'es pas prêt à faire une œuvre uniquement numérique parce que toi, il te manquerait ce côté je le touche, ça sort de l'atelier, etc. Il faut les deux. Okay. Ça va avec. Tu peux très bien faire son avatar. Tu fais l'œuvre et son avatar numérique. Donc il peut s'accompagner, c'est super. Comme tu as ton petit ange, tu as les deux versions. Justement, tu as plus de pouvoir. Tu as la vraie, celle qui bouge, celle qui est en vidéo, celle qui est en jeu. Au contraire, tu la déclines au maximum. Tu as des projets justement là dans la blockchain? Oui, on est sur beaucoup de projets. J'ai ma collection qui va sortir bientôt. J'ai un gros projet avec les équipes de Maria Bravo et d'Eva Longoria sur Utopia, qui est quelque chose, peut-être entendu parler, qui est un gros projet avec Alejandro là, où on développe. On est sur 20 000 dossiers, mais on reste toujours. Ce qu'on veut, c'est être crédible, du physique. Je comprends mieux le gaming à la base, plutôt que parce que le gaming, tu sens une vraie utilité, tu comprends pourquoi tu fais les choses. Je trouve que les gens du gaming ont compris. Il y a une vraie signification parce que le jeu, ça existe, c'est un vrai truc, il se passe quelque chose. Parce que NFT pour NFT, juste pour faire un sujet... il y a eu beaucoup d'abus, il y a une vraie régulation. Au-delà d'être sculpteur, tu es aussi designer de bateaux, de maisons, d'hôtels, tu es DJ, musicien, comédien.
En le disant comme ça, on a l'impression que c'est une bio un peu parodique Tinder, mais vous pouvez vérifier vraiment. Richard fait tout ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Quand je commence, souvent, je commence comme ça mon spectacle, justement. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu peux être un artiste sans choisir ton art ? Bien sûr. Pour moi, l'art, c'est universel. C'est récent, finalement, que si tu reviens à d'anciens temps, l'art, c'était quelque chose qui était assez complet, assez universel. Et on avait effectivement la royauté. L'art, c'était quelque chose qui était intégré, qui était... Aujourd'hui, on a diversifié, on nous a mis dans des cases, mais l'art, c'est juste, en fait, c'est une émotion, c'est quelque chose de... C'est une sensibilité. Regarde, tu as quand même beaucoup d'artistes, de plus en plus aujourd'hui, ne serait-ce qu'ils passent du cinéma à la musique, de la musique au cinéma. Tu prends des caractères comme des sportifs même, regarde. Pour le sport, pour moi, c'est une forme d'art. Quand tu vois certains joueurs de foot jouer, c'est artistique. Il y a une élégance, il y a une expression corporelle du corps, la danse. Enfin, tu vois, donc toutes les formes d'art, pour moi, sont des formes. Mais je pense que l'idée, c'est que tu as une sensibilité. L'être humain, en fait, on est tous des artistes. Après, on développe pas. Mais quand tu nais, quand tu es à la maternelle et qu'on te demande de faire un dessin, bah, tu fais un dessin. On te demande de faire de la pâte à modeler, tu fais de la pâte à modeler, avec plus ou moins dextérité. Tous ces petits enfants qui sont en train de faire un dessin sur une feuille, c'est des artistes. Qu'est-ce qui change? Il n'y a pas de vrai et de faux artiste. Après, tu en veux développer, tu vas en faire un métier, tu es plus sensible qu'un autre, mais en réalité, l'art, c'est universel. Richard, merci pour ton temps. Avec plaisir. Tu as un parcours super inspirant. Si tu devais retenir une seule chose que tu as apprise durant ces 20 dernières années et que tu aimerais communiquer, ça serait quoi? Les vertus du travail. Si on veut réussir, il faut travailler. Parce que moi, je vois beaucoup d'artistes qui viennent me voir dans les émissions qui me disent « Ah, j'arrive pas » et je les vois à 4h de l'après-midi en train de se lamenter au café ou au truc. Donc le travail, ça paye. Compter sur soi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on peut écouter beaucoup les conseils des uns et des autres, mais à la finale, je pense qu'on a une petite voix intérieure qui nous dit on a la réalité en nous, on a la vérité en nous, on n'arrive pas à la trouver. Le timing, c'est important aussi, il faut bien faire attention, il y a beaucoup de chances qui se présentent et qui ne se représentent pas. Il faut être très ouvert, savoir prendre des risques. Et surtout, un truc moi, qui m'a fait beaucoup évoluer, c'est la remise en question. Et la remise en question, elle passe par le fait que quand il vous arrive quelque chose de négatif, on a tendance, l'être humain a tendance à dire c'est de la faute d'eux, regarde ce qui m'est arrivé, il m'a fait. Et en fait, si on regarde bien, qu'on analyse bien, on est souvent dans 80-90% des cas responsables où on pouvait anticiper les choses. Donc toujours, et c'est plus facile d'avancer. Si on dit ah lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça, bah non en fait c'est de ta faute, t'as fait ça, bah du coup bah, t'en veux à personne et t'avances. Et voilà, mais là ça coûte cher parce que je t'ai fait économiser l'achat de mon livre qui vaut 19,90 €. Pourquoi j'ai cassé les codes, Michel Lafon, mais bon c'est pas grave. J'ai donné à 50% des mantras. Surtout 20 ans de carrière. Merci. Ouais, merci avec beaucoup. Plaisir, merci. Merci Richard. At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming no words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back.